Bonjour à tous, merci d'être là en ce début d'après-midi. On accueille aujourd'hui Louis-Philippe Blerbach, qui est président de l'AIGECO et que je laisserai présenter plus en détail l'AIGECO par la suite, et Manuel de Matos, qui est président du GTM, donc groupe technique de métiers milieu naturel et forestier de l'UNEP, et qui est également président de l'AGBio. Je te laisserai dire un mot, Manuel. Voilà. Et donc, ces deux intervenants de qualité, vous parlez des outils de collaboration qui peuvent exister entre les écologues et les paysagistes. Voilà, bonne conférence. Merci Émilie. Donc c'est moi qui démarre. Voilà, bonjour à toutes et à tous, et à celles et ceux que je n'ai pas salués il y a quelques instants. Donc très heureux d'échanger avec vous sur ce sujet important de la collaboration entre les écologues et les paysagistes. J'ai pris un peu la température de la salle, il y a vraiment beaucoup d'attentes par rapport à ça et beaucoup de volonté déjà affichée de travailler, de découvrir les métiers des uns des autres. Ça va vraiment dans le bon sens. Alors Émilie l'a dit, je suis président de l'AIGECO. L'AIGECO, c'est déjà finalement un premier outil dont on va vous parler de collaboration entre les écologues et les paysagistes, puisqu'il s'agit d'une association fédérative qui fédère toute une série de réseaux dans les domaines de l'ingénierie et du génie écologique. C'est-à-dire qu'on va trouver dans ce réseau à la fois des paysagistes, approche aménagement, des écologues, des paysagistes, approche grand paysage, des réseaux d'entreprises, des réseaux de bureaux d'études. On va découvrir ça juste après. Et je pense qu'un des fils conducteurs, un des fils rouges de notre échange aujourd'hui, c'est justement l'échange. Échange entre écologues et paysagistes, premier mot-clé. Deuxième mot-clé, échange. Troisième mot-clé, échange. Le premier, c'est notamment à l'amont des projets. Comment est-ce qu'on construit les projets ensemble? Comment est-ce qu'on les met en œuvre, on les réalise ensemble? Et il y a la phase également suivie où s'il manque l'une des deux compétences, on passe à côté de quelque chose. Alors c'est le premier objet de l'AIGECO, d'échanger et de fédérer l'ensemble de ces acteurs dont je vais vous parler juste après. Le deuxième objet, c'est de renforcer le niveau de compétence de ses membres et de la profession en général. Et cet après-midi, on va vraiment vous parler d'un sujet très concret qui répond à cet objectif-là. Et donc c'est mon collègue Manuel de Matos qui en dira plus dans quelques instants. Quatrième objet, c'est de valoriser et promouvoir les niveaux d'expertise et les savoir-faire. Dans nos réseaux, on porte des compétences, il y a des savoir-faire, il faut les faire connaître, il faut que les maîtres d'ouvrage pensent à mettre dans leur cahier des charges le fait de faire appel à nos compétences. Et il faut aussi qu'on soit visible au niveau des grands donneurs d'ordre du ministère pour aussi flécher des moyens en conséquence. Et puis, le génie écologique, ce sont des emplois, c'est du développement économique. Et on souhaite aussi contribuer au développement, à la structuration de la filière du génie écologique. Alors l'AIGECO est composée de quoi? Donc c'est une association fédérative de têtes de réseau. On va avoir au sein de notre structure des réseaux mixtes. Qu'est-ce qu'on appelle des réseaux mixtes? Ce sont des associations un petit peu pluriacteurs. Il y a par exemple l'ASTE, qui est l'association scientifique et technique eau et environnement, donc avec un peu plus le volet eau du génie écologique, dans lequel on va trouver tout type d'entreprises, plutôt des personnes morales. Il y a l'association française interprofessionnelle des écologues, qui est une structure dont je suis vice-président. J'ai été président les années précédentes. Alors cette association regroupe des écologues, c'est-à-dire des gens qui ont fait de la biologie, de l'écologie, de formation Bac+2, Bac+3, Bac+5, donc à la fois des techniciens et des ingénieurs. Ce sont donc des personnes qui travaillent en tout type de structures, bureaux d'études, grandes entreprises, collectivités, organismes publics. N'hésitez pas à aller voir sur le site de l'AFIE, ça s'écrit A-F-I-E, et vous allez découvrir un petit peu la diversité de ce que l'on fait. Et ça peut être aussi une bonne source d'inspiration pour vous. L'association est maintenant ouverte à tous. Il y a le GAIE, le groupement des acteurs de l'ingénierie écologique. Il y a REVE, le réseau d'échange pour la valorisation et l'écologie de la restauration. Enfin, je ne les ai peut-être pas tous tout à fait dans le bon ordre, mais là aussi, c'est une association dans laquelle on va retrouver des chercheurs, des praticiens dans le domaine de la restauration écologique.
Des syndicats et unions professionnelles, en premier lieu donc les paysagistes avec l'UNEP, mais là je laisserai Manuel en parler. Une autre association également qu'on mettrait peut-être plutôt dans le réseau mixte, c'est l'AG Bio, dont Manuel est le président. Donc là aussi je te laisserai en dire 2 mots, ce sera mieux. Mais tu peux peut-être en dire 2 mots tout de suite. Je sais pas, oui, ça fonctionne. L'AG Bio, c'est l'association française du génie végétal. Alors, on a un site internet, c'est agbio, agebio.org. Et donc, vous allez dessus et vous allez trouver à l'intérieur de ça tout un tas d'acteurs qui travaillent autour du génie végétal. Et on a autant des fournisseurs que des chercheurs, que des entrepreneurs, que des bureaux d'études. Donc, on a une 60aine de membres. On est français, donc on traite sur tout le territoire français. Et on a en charge le développement du savoir-faire autour du génie végétal. Merci Manuel. Donc il y a également l'UPGE, qui est l'Union des professionnels du génie écologique. Et il y a 2 syndicats de bureaux d'études, Syntec Ingénierie et Synoften. Et enfin, donc, on souhaite accueillir des pôles de compétitivité et d'excellence dans ce domaine-là. Il y a le pôle Éco-Origine qui adhère à notre réseau. Et puis on aimerait bien aussi, on ne les a pas encore, voir les structures de gestionnaires, en particulier les conservateurs d'espaces naturels, la Fédération des parcs naturels régionaux de France, parce que c'est quand même bien qu'on puisse dialoguer également avec ceux qui vont gérer les espaces naturels. Donc vous voyez vraiment l'intérêt, on le voit à partir de ce que nous a dit Manuel aussi, des chercheurs, des praticiens, des enseignants. Donc déjà, donc on a ce maillon, tous ces maillons-là qui vont s'assembler, et puis les volets écologues et paysagistes. Alors on n'est pas une association de protection de la nature et de l'environnement, on n'est pas une fédération professionnelle, on est vraiment un réseau d'échange. Nos principales actions qui sont en cours, alors la mise en réseau, j'en ai parlé, c'est notre quotidien. Avec l'UNEP, on contribue à l'élaboration des règles professionnelles du génie écologique, qui est l'un des grands outils dont on va vous parler dans quelques instants. On développe les annuaires de acteurs du génie écologique, donc je vais vous donner un exemple juste après. On va organiser la 2e édition du Grand Prix du génie écologique pour valoriser aussi des expériences remarquables en la matière. Donc ça aura lieu courant 2018. Et puis il existe au sein de l'association française, au sein de l'AFB, l'association française pour la biodiversité, un centre de ressources du génie écologique que je vous invite également, si ça vous intéresse, à consulter, le CRGE, où vous trouverez beaucoup d'informations. Alors, il existe au jour d'aujourd'hui un annuaire des entreprises du génie écologique qui a été élaboré en 2014 et qui est en cours de mise à jour. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres, en 2014, ont été recensés, c'est pas exhaustif, hein, ont été recensées 60 entreprises en France. Vous voyez, plus d'une centaine sur les domaines de l'expertise et de l'AMO, un peu plus de 80 en maîtrise d'œuvre et 74 en travaux. Il y en a certainement beaucoup plus. Et il faut petit à petit les connaître, les recenser de manière à valoriser aussi leur savoir-faire et à ce que les donneurs d'ordre puissent faire appel à eux à travers notamment cet outil qui est cet annuaire des entreprises du génie écologique. Donc là, l'AIGECO va contribuer avec le CRGE à sa mise à jour en 2018. Ça représentait en 2014 dans les entreprises présentes environ 1600 emplois. Et alors, j'ai eu du mal à vraiment identifier le chiffre d'affaires vraiment génie écologique. C'est pour ça que la fourchette est vraiment énorme, parce que les chiffres n'étaient pas clairs. Mais ça représentait entre 200 millions et 1 200 000 euros. On va retrouver donc dans nos métiers, vous voyez, les domaines expertise, conception, travaux, la gestion, l'animation, la sensibilisation. Il y a un lien forcément avec les ressources, comment est-ce qu'on préserve les espaces naturels et les paysages, comment est-ce qu'on valorise les espaces naturels et les paysages. Et il y a des liens plus globaux avec les notions globalement de développement durable. Dans nos métiers d'écologue et paysagiste, il ne faut jamais oublier d'avoir une vision globale du projet et de regarder quels sont les liens avec les autres champs du développement durable. Comment est-ce qu'on crée de l'emploi? Comment est-ce qu'on participe également au progrès social? Alors, acteurs, écologues et acteurs du paysage, même combat, en fait, c'est finalement ce que nous dit aussi le Code de l'environnement, article L110-1, puisqu'on parle d'emblée de protection des espaces naturels et des paysages, préservation d'espèces animales et végétales, maintien des équilibres biologiques, protection des ressources naturelles. On doit bien être dans une approche au global. C'est vraiment ce à quoi nous conduit l'application des textes réglementaires au jour d'aujourd'hui, et c'est tant mieux. Alors, je vous ai donné un exemple.
On pourra en prendre plein. Là, j'ai pris un exemple sur de l'étude préalable à des grands projets d'aménagement, notamment des études d'impact. Ce qu'on observait il y a quelques années, qui peut encore se produire bien souvent, c'est qu'on a un projet, et puis le maître d'ouvrage va passer un marché avec un bureau d'études en environnement ou en écologie, avec un bureau d'études en paysage, et puis peut-être d'autres bureaux d'études. Et si chacun travaille en silo, les écologues vont définir le diagnostic et puis proposer des mesures pour éviter, réduire et compenser les impacts du projet. Les paysagistes, il y aura peut-être les paysagistes qui vont être rédacteurs de l'étude d'impact, qui vont avoir l'approche patrimoine, séquence éviter, réduire, compenser. Et puis on aura peut-être le paysagiste qui va être dans la conception du projet, qui va travailler pour le maître d'ouvrage, qui va être dans vraiment les plans d'aménagement, etc. Et on va peut-être avoir des préconisations qui ne sont pas cohérentes. Et à la fin, on ne saura pas avoir un projet qui tient compte de tout ça. Petite illustration. Dans mon bureau d'études, qui est le groupe Odyssée, on intervient beaucoup dans le domaine de l'éolien. Et on peut avoir donc les paysagistes qui vont avoir une approche et qui vont, tenant compte des enjeux paysagers, proposer des lignes de force sur lesquelles on devra implanter les éoliennes. Et puis on a les écologues qui vont faire leur carte d'enjeux écologiques en disant attention, là il y a plus d'impact, là il y a moins d'impact, etc. Il faut plutôt les mettre dans ces endroits-là. Et si à un moment donné on ne travaille pas ensemble sur l'implantation des éoliennes, on peut passer à côté de quelque chose. Donc là, il est vraiment important qu'en fin de diagnostic, avant de commencer à concevoir les mesures, les écologues, les paysagistes notamment, mais il n'y a pas que d'ailleurs, travaillent ensemble. Et donc c'est vraiment ce à quoi on aboutit, c'est que alors, soit c'est la même structure, soit les structures travaillent vraiment ensemble pour faire... Il y a 3 grandes étapes. Quand on démarre l'étude, on fait un point. Quand on est en fin de diagnostic, on fait un point de manière à concevoir les mesures et ensuite à valider les impacts ensemble. C'est vraiment fondamental. Alors, collaboration écologue et paysagiste, qu'est-ce que tu en penses, Manuel? Alors, on avait déjà eu cet échange-là au cours de Paysalia il y a 2 ans, entre paysagistes et écologues, et puis ça, c'est un petit peu le résumé des échanges qu'on avait pu avoir, en ce sens que écologue, paysagiste, c'est parfois le même combat, ou du moins ça pourrait l'être. Alors, on avait quelques points sur la vision qu'on pouvait avoir les uns et les autres. Et on avait quelques points comme la notion de temps et d'efficacité. Parce qu'aujourd'hui, quand on a une entreprise de travaux paysagers qui fait un paysage, la réception de ce travail-là se fait immédiatement. C'est-à-dire que les gens veulent avoir un résultat immédiat. Quand vous faites aujourd'hui un travail de restauration d'un espace naturel où vous avez une réintroduction d'espèces qui est en cours, le résultat de tout ça, ça sera in fine, est-ce que l'espèce a été réintroduite dans son milieu? Et du coup, ça pose la question du temps. Voilà, et qui est différente en tout cas. Et l'efficacité, c'est en termes d'objectifs, c'est des objectifs qui peuvent être parfois complémentaires, parfois contradictoires, et c'est des notions à prendre en compte. Alors, moi j'aimais bien ça, c'était la petite phrase qui disait que dans le cadre de travaux de génie écologique, un ouvrage réussi est celui où l'empreinte de l'homme, elle disparaît. C'est vrai qu'il y a un rapport du paysage qui est plus proche de l'art, et dans le génie écologique, on est assez éloigné. Et pourtant, je pense qu'aujourd'hui, et vous avez dû le voir dans les stands, on peut faire le mariage entre les deux, entre l'écologie et le paysage. Et puis troisièmement, c'est utiliser aujourd'hui le paysage comme un vecteur de la biodiversité. Pourquoi pas faire aujourd'hui un jardin qui accueille des abeilles, qui peut accueillir certains types d'oiseaux? Voilà, aujourd'hui, c'est une possibilité qui nous est offerte et qui se développe de plus en plus parce que les besoins existent. Et si je peux réagir là-dessus, sur des approches type trame verte et bleue ou schéma de cohérence écologique, ce qui est très intéressant, c'est de raisonner entité éco-paysagère, c'est-à-dire de travailler sur des notions de bocage ou d'entité boisée ou de corridors de milieu humide. On va avoir à la fois cette approche d'entité paysagère et écologique qui vont donc porter ces 2 fonctions, paysage et écologique. Ensuite, il y a des besoins de développement. Alors forcément, le génie écologique, on dit que c'est une affaire de spécialistes. Pourquoi pas, en tout cas, mais du coup, elle requiert vraiment un vrai savoir-faire. Alors c'est le but de la deuxième partie de la présentation, c'est où on va vous présenter les règles professionnelles du génie écologique. Celles du génie végétal ont déjà été faites il y a 2 ans. Et pour le coup, on va développer l'histoire du savoir-faire. Alors il y a des besoins de développer la recherche, ça c'est continu, surtout sur les domaines de l'écologie.
sur la réintroduction, sur des espèces, sur le déplacement des habitats, sur la séquence ERC. Oui, actuellement, dans le groupe Odyssée, on a 2 sujets de recherche en cours avec des doctorants. Un sujet sur la biodiversité du sol et un sujet sur la trame noire. Comment est-ce qu'on prend en compte la pollution lumineuse dans les grands projets d'aménagement. Et puis après, il y a le besoin de développer du matériel spécifique. Donc c'est le cas avec aujourd'hui le label qui existe, Flore locale et vrai messicole, que vous avez peut-être entendu parler. C'est le cas aussi sur du matériel qui n'est pas forcément végétal aussi. Ça peut exister dans le cadre du domaine du génie végétal. On fait souvent appel aussi à des minéraux, à du bois, à des choses comme ça qui peuvent être complémentaires, en tout cas en termes d'approche. Et puis après, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait au cadre de nos réseaux, la FI, la GBio, la IGECO, c'est développer la filière, développer les réflexions autour de tout ça. Et ce qui nous amène à discuter aujourd'hui. Alors, je vais peut-être passer sur la diapo suivante, où on va rentrer dans l'explication de ce que sont des règles professionnelles. Alors, les règles professionnelles, c'est un ouvrage, vous le connaissez peut-être. En tout cas, vous allez sur le site de l'UNEP, il est accessible. Il y en a sur tout un tas de domaines. Et nous, on vient de créer on est en cours de création de ce qui sera finalisé d'ici 2 à 3 mois, celui sur le génie écologique. Alors, c'est un petit livret qui vous parle du savoir-faire, de techniques, qui vous parle de chantier, de réalisation, qui peut servir à des écoles, forcément, qui peut servir à des bureaux d'études pour établir des cahiers des charges, qui peut servir à des maîtres d'œuvre, sans difficulté. Alors, le domaine d'application d'une règle, elle part toujours d'une définition. Alors, dans notre cas, c'est bien la définition du génie écologique qui est inscrite ici, qui est l'ensemble des activités d'études, de suivi, de maîtrise d'œuvre et de travaux, et qui favorise la résilience des écosystèmes et qui s'appuie sur l'ingénierie écologique forcément. Alors, résilience des écosystèmes, alors résilience, c'est un mot un peu compliqué. Il y a un bel exemple qui est simplement l'état, la résilience, la définition qu'on pourrait y apporter, c'est la capacité qu'a la nature à se restaurer elle-même, à cicatriser elle-même. Alors il y a un bel exemple, c'est au cours d'un incendie, les feux de forêt que vous avez pu voir, il y a une vraie capacité, dans certains cas, c'est pas dans tous les cas, des espaces forestiers à se régénérer naturellement. Alors ici, on a mis une petite note qui est celle du journal officiel sur ce que c'est que le génie écologique, avec quelques pistes sur la reconstitution des milieux naturels, la restauration des milieux dégradés. Ça donne une autre piste de compréhension de ce que pourrait être le génie écologique. Alors on a mis quelques exemples parce que le domaine est assez vaste. On dit souvent, c'était une définition qu'avait faite Frédéric Ray, c'est que le génie écologique, c'est l'action par et ou pour le vivant. Ça veut dire que vous pouvez utiliser le végétal pour répondre à une problématique particulière. C'est le cas de l'érosion, par exemple, en utilisant le génie végétal. Mais on peut aussi utiliser aujourd'hui des techniques de génie civil pour faire passer des animaux sur un ouvrage linéaire. Voilà, c'est du génie écologique quelque part. Alors on a la gestion de tout ce qui est plantes exotiques envahissantes, qui est une problématique aujourd'hui importante et écologique. Parce qu'on a de la destruction d'habitats, on a la disparition d'espèces animales et végétales. Vous avez aujourd'hui le rétablissement des continuités écologiques et peut-être qu'ici, à l'époque, en tout cas sur les 2 photos de gauche, on avait peut-être des ouvrages qui permettaient d'éviter la libre circulation, par exemple, des poissons sur un cours d'eau. Peut-être qu'on avait un ouvrage qui était complètement canalisé, complètement stérile à cet endroit-là et qu'on a recréé des méandres pour recréer un peu de courant, pour ramener certaines espèces qui n'existaient plus, en tout cas. Ici, c'est le domaine du génie végétal, qui est une des compétences du génie écologique. Alors là, vous avez déjà une règle professionnelle qui existe, et dans laquelle on va détailler certains types de techniques, comme ici, tout ce qui va être fascine tressée, tout ce qui va être ici, la pose de géofilets, par exemple, ou l'ensemencement par projection, ou ici on a les casiers en bois, par exemple, dans le cadre de ravines qui sont créées plutôt en montagne. Donc ça, c'est un des travaux qui peut être réalisé dans le cadre du génie écologique. Et puis après, on a ça aussi, ça c'est important aussi, c'est tout ce qui va être phytotechnologie, qui rentre aussi dans le domaine du génie, mais du génie végétal et du génie écologique, c'est tout ce qui va être traitement des eaux par les plantes, ou tout ce qui va être aménagement pour éviter les pollutions diffuses dues à l'agriculture.
Et puis on a aussi ce domaine-là qui est ici très présent quand vous visitez Paysalia, c'est tout ce qui va être gestion différenciée. Aujourd'hui, remettre du végétal sur des trottoirs, c'est une action de génie écologique. Faire une pelouse fleurie qui peut réintroduire certaines espèces mellifères, c'est un travail de génie écologique. Alors les règles professionnelles du génie écologique qui sont très particulières, parce que finalement vous avez tout un tas de contraintes qui sont importantes à prendre en considération quand vous faites des travaux. Alors, des contraintes qui sont tout ce qui va être l'état physique du milieu. Il faudra tenir en compte de l'eau, du sol, des conditions météorologiques. On va tout ce qui est avoir les contraintes autour de l'état biologique, autour de ce qui est la faune, la flore, l'état biologique des milieux. On a aussi toutes les contraintes qui vont être les aspects sociaux et sociétaux. C'est vachement important parce qu'aujourd'hui, les espaces dans lesquels vous travaillez sont peut-être utilisés, ont des usages différents. Hein, c'est bien une des composantes dans Natura 2000, par exemple. La notion d'usage est très importante. Et puis après, au niveau du chantier, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, telles que effectivement l'utilisation du matériel. Est-ce qu'on utilise un matériel lambda ou un matériel qui produit moins de pollution et moins de nuisances? Est-ce qu'il a la même pression au sol que quand on travaille sur une pelouse? On a tout ce qui est matériaux importés. Il faut faire attention si vous réintroduisez de la terre ou des espèces. Est-ce que c'est des espèces bien adaptées au milieu qui ne vont pas se tourner en étant des espèces invasives? La qualification de la main-d'œuvre, c'est effectivement la formation du personnel. Aujourd'hui, faire des aménagements en génie écologique ou génie végétal demande un savoir-faire particulier. Donc on encadre bien ces règles professionnelles dans ce contexte qui est très 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 fort et sur lequel on doit être extrêmement vigilant. On ne s'improvise pas dans le cadre de ce type de métier. Alors les grandes recommandations qu'on fait se tournent autour de la présence de l'écologue et de l'écologie dans le cadre de ce type de travaux. Ce qui est vraiment important quand vous intervenez dans un milieu naturel et que vous faites une restauration de mares ou d'un milieu spécifique, c'est tout d'abord de bien comprendre le fonctionnement. Utiliser toute la littérature qui est disponible, la bibliographie qui existe sur le milieu avant d'intervenir. C'est extrêmement important de savoir quel type d'espèces vous allez rencontrer, quelles sont les problématiques qui peuvent survenir dans le cadre du chantier avant travaux. Si vous ne le faites pas, après, vous allez vous retrouver face à des surprises qui vont bloquer les travaux, qui vont les rendre moins efficaces peut-être. Si vous n'êtes pas renseigné sur une espèce que vous êtes en train de protéger et puis que vous l'écrasez quand vous faites le chantier, ça n'a pas de sens. Hein ? Et puis en phase travaux, c'est aussi important de s'entourer d'un écologue. Parce que l'écologue, il aura forcément une sensibilité particulière, une formation différente, et il pourra accompagner le personnel qui est sur place. Il pourra effectivement faire des repérages, comme on l'a mis, de zones sensibles particulières et avertir les gens qui travaillent sur le chantier. Il pourra faire des alertes ou répondre à des questions simplement des gens qui viennent sur les travaux. Préparation du chantier, ça vient après la première phase, hein, forcément, mais c'est une phase extrêmement importante parce qu'elle va découler derrière des travaux et il va falloir faire attention à tout un tas de paramètres sur notamment le choix des matériaux, du matériel qu'on va prendre en termes de portance au sol. Il y a beaucoup de matériels qui ont été développés pour avoir une portance au sol faible, c'est-à-dire qu'on ne provoque pas de phénomène de compression du sol et du coup une diminution de son état hydrique ou de son état fonctionnel. Alors on a tout ce qui est prévention des pollutions liées à l'introduction soit d'éthers ou des nouvelles espèces. Et là, on a vraiment des choses très importantes à faire parce qu'aujourd'hui, si vous restaurez un espace naturel et que vous introduisez de la renouée ou une espèce qui va effectivement avoir une facilité à s'introduire, globalement, on n'aura pas répondu à l'objectif et le chantier sera nul et non avenu. On a la prévention des pollutions liées à l'utilisation des engins, c'est tout ce qui va être les fluides. Et on va faire attention d'avoir de l'huile bio, de l'huile moteur bio. On va peut-être utiliser du matériel électrique si on peut. On faudra faire attention à la prévention du matériel, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y ait pas de fuite avant qu'il intervienne dans le chantier. C'est-à-dire que si vous avez un engin qui perd déjà un peu d'huile avant, il vaut mieux réparer la panne avant de l'introduire dans un milieu qui peut être fragile. On va faire attention à son nettoyage. Après, on a tout ce qui est prévention des espèces dans le cadre du chantier où il faudra être vigilant, où il faudra prévoir des pistes, des itinéraires, des zones dans lesquelles on n'interviendra pas, des zones où on va entreposer les rémanents ou les matériaux, mais qui seront de moins importance par rapport au chantier.
Et puis après, on a tout ce qui est la gestion de l'hydraulique, effectivement, sur le chantier. C'est en cas de ruissellement, ou si vous travaillez dans un contexte au bord de rivière, ou si vous faites une mare, il faudra en tenir compte, effectivement. Alors, dans les règles professionnelles, on va vous parler de tout un tas de techniques. Une fois qu'on a terminé l'introduction, ces techniques, je ne vais pas les détailler, mais on en a une série qui sont assez reconnues aujourd'hui dans le domaine du génie écologique. On a travaillé toutes les règles professionnelles avec un tas de compétences. Il n'y a pas que des entrepreneurs, il y a des bureaux d'études tels que ceux de la FI, il y a des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage, on a des fournisseurs qui viennent nous accompagner à établir aujourd'hui ces règles professionnelles. Alors dedans, on va parler des opérations d'ouverture d'un milieu ou de maintien en état ouvert. Aujourd'hui, vous avez un milieu qui s'est fermé par le biais d'un reboisement spontané. Comment on va traiter aujourd'hui ce milieu-là? Alors, il y a effectivement toute la question de l'abattage des arbres avec l'évacuation. On a toute la question de la fauche avec ou sans exportation des matières qui va être traitée. Et puis, on a aussi toute la notion d'éco-pastoralisme, c'est utiliser les animaux pour faire de l'entretien dans les espaces naturels. Après, on a les opérations, tout ce qui va être décapage et étrépage, c'est-à-dire que c'est remettre en lumière une banque de semences qui existe sous un couvert végétal ou qui est déjà en place. Donc on va enlever quelques centimètres du sol ou parfois plus pour faire apparaître une banque de semences qui était déjà présente avant. Ça, c'est des travaux qui sont détaillés. On a aussi tout ce qui est les travaux de favorisant le retour de la végétation spontanée. Avec ici, vous avez une illustration de ce que c'est qu'un transfert de plantes, mais ce n'est pas la seule technique qu'on a dans le cadre du transfert de plantes. On peut avoir du transfert de foin, ça existe aussi. Vous coupez le foin à un endroit et vous l'incorporez dans un autre milieu qui doit être végétalisé avec les espèces qu'il y avait sur le milieu initial. On a différentes techniques qui sont exposées avec la pose de géofilets, avec l'ensemencement. Là, on va en parler des plantes locales. Il y a tout ce qui est semis de plantes nurses aussi qui vont permettre à recoloniser le milieu. Ensuite, on aura tout ce qui est technique de restauration en milieu aquatique, courant et stagnant. Alors là, il faudra faire extrêmement attention. On a été très vigilants, en tout cas, à bien rappeler le contexte vraiment très particulier, lié évidemment à la capacité de transfert du milieu. C'est que vous travaillez sur un milieu où il y a de l'eau courante et aujourd'hui, vous introduisez une pollution. On va toucher un espace beaucoup plus grand que si vous travaillez sur un milieu terrestre. Et il faudra faire et être extrêmement prudent, en tout cas, à cette capacité-là. Et du coup, on a fait un petit focus sur les différents risques que vous pouvez avoir en milieu humide ou en milieu aquatique. Alors, on a des risques qui sont plutôt d'ordre hydrologique. C'est simplement, en cas d'inondation, vous avez un chantier qui est complètement submergé. Il faudra peut-être repartir à zéro. Ou un ouvrage qui est mal positionné, c'est dans le cadre du génie végétal. Si vous le positionnez trop bas ou trop haut, il n'aura pas le même impact et puis la même réussite. Alors on a tout ce qui est aussi zone hydrogéologique, c'est lié à la géologie de l'endroit. Si effectivement vous venez à la perturber, ça peut créer des perturbations assez importantes. On a tout ce qui va être risque géotechnique aussi, avec les modifications éventuelles des niveaux de nappe. Ça peut arriver dans le cadre de chantiers où vous faites des terrassements, des choses comme ça. Et puis effectivement, on a quand même le risque écologique qui est encadré dans le cadre des règles professionnelles. En introduction, j'en ai déjà beaucoup parlé. Alors sur les techniques, on ne les détaille pas toutes, on va en parler de certaines qui sont pas toutes détaillées, mais en tout cas celles-ci sont assez bien détaillées. On a les ouvrages de franchissement, il y a une littérature qui est très très abondante et il y a des cas très variés. Et là, il faut faire appel pour chaque situation à des bureaux d'études. On n'a pas aujourd'hui de techniques vraiment très courantes. Mais par contre, sur les techniques de création de milieu, on a des choses qui se font de façon assez régulière, de chantier en chantier. Alors, on a la création de mares, on va vous expliquer comment effectivement faire un réseau de mares, comment imperméabiliser la mare si vous en avez besoin. On a tout ce qui est création de talus, qui peut être des talus aussi boisés, d'hibernacula pour l'accueil des espèces, la création de gîtes artificiels. Alors, ça peut être des nichoirs, mais ça peut être au-delà de l'accueil de certaines espèces, de mammifères. Et enfin, il y a un domaine qui va être la mise en défense et le contingent du public, parce qu'aujourd'hui, dans le cadre d'un aménagement gynécologique, c'est important aussi de retenir le public et de l'amener à circuler sur une partie bien précise, en tout cas de l'aménagement. Alors ces règles, elles sont disponibles, vous le savez peut-être déjà, sur le site internet desentreprises-du-paysage.fr.
Vous pouvez aussi les avoir sous format papier. Et là, c'est une première règle qu'on avait créée il y a 2 ans dans le cadre du domaine vraiment spécifique des milieux naturels, sur le domaine du génie végétal, qui est déjà disponible. Vous avez l'explication de différentes techniques. Il y en a 11, je crois, au total, qui sont expliquées dans le cadre de l'ouvrage. Et voilà. Et on vous rappelle aujourd'hui l'adresse AIGECO, qui va vous renvoyer vers les sites, vers les autres associations qui en font partie, qui peuvent vous donner des informations en tout cas utiles dans le cadre de ce domaine-là. C'est bon pour moi. Pour moi aussi. On avait prévu un peu de temps pour des questions-réponses, donc... Bonjour. Alors moi, voilà, je suis architecte paysagiste et en fait, j'écoutais un peu. Je savais pas qu'il y avait cette conférence. Donc la question elle est la suivante en fait par rapport à des études d'impact. Moi, la question que je me suis toujours posée par rapport à ça, c'est qu'en fait, qui est-ce qui le demande cette étude d'impact? C'est le maître d'ouvrage. Et le maître d'ouvrage, en réalité, il a un parti pris, puisque la plupart du temps, il a déjà une sorte d'esquisse programme ou des choses comme ça, ou avec des choses qu'il veut aménager. Et là, en fait, on peut très bien avoir une équipe super complète avec un écologue, etc. etc. Si l'impact ou les orientations d'aménagement ou tout ce qu'on veut, de toute façon, ça fait office d'aller-retour avec le maître d'ouvrage, au bout d'un moment, vous avez des honoraires à toucher, et puis il y a des choses qui peuvent se produire qui sont un peu indépendantes de votre volonté. Ma question, elle est la suivante. Du coup, pourquoi est-ce que, quand on fait un projet, on n'a pas une sorte de détachement, si vous voulez, de personnes qui peuvent réfléchir indépendamment du projet futur, de manière à donner un avis complètement libre et non pas soumis à des honoraires du maître d'ouvrage qui est, lui, juge et partie. Merci. Excellente question, merci. Alors, vous n'êtes pas le seul architecte paysagiste dans la salle. Et on a parlé écologue, paysagiste, en disant qu'il y avait aussi d'autres acteurs associés. Naturellement, les architectes en font partie. Alors, ce que vous évoquez, c'est mon quotidien de bureau d'études. Alors, il y a 2 cas de figure. Effectivement, on va être amené à intervenir pour un promoteur, pour un aménageur, pour une entreprise qui a un projet éolien ou une industrie qui se développe. Et dans plusieurs cas de figure, il peut déjà y avoir un projet, une esquisse, effectivement. Nous, ce qu'on dit toujours à nos clients, c'est associez-nous le plus en amont possible pour qu'on puisse la définir avec vous, cette esquisse. Puis c'est là qu'on s'amuse un petit peu, parce que quand on a eu des cas où on arrive, blum, le projet, au début, il y a de ça 10 ou 15 ans, on arrivait, le projet était défini, il fallait faire l'étude d'impact avec ça. Bon, on ne respecte pas le cheminement, et puis pour nous, c'est pas intéressant. Donc on a quand même ce dialogue-là avec les maîtres, avec les donneurs d'ordre. Mais vous savez, sur l'exemple que j'ai pris tout à l'heure en éolien, en général, la page est blanche quand on commence à travailler maintenant. Le maître d'ouvrage fait appel à nous, d'abord pour regarder quels sont les grands enjeux écologie et paysage. Et s'il y a trop d'enjeux, bien souvent, il n'y va pas. Quelquefois, il y va quand même, donc on lui a dit attention. Et quelquefois, on a des discussions plus difficiles parce que on dit attention, il y a de la sensibilité, il faut prendre telle mesure, et le maître d'ouvrage ne se donne pas les moyens de les écouter. Donc là, on lui dit, écoutez, nous on écrit les impacts. Si vous voulez déposer votre dossier comme ça, allez-y, mais on vous dit que ça risque fortement de ne pas passer. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième, c'est qu'on a aussi des cas de figure où c'est la collectivité qui va d'abord réaliser avec un groupement d'architectes, d'écologues, de paysagistes, un pré-projet et qui va seulement ensuite missionner des promoteurs pour avancer dessus. Ça peut être le cas d'un projet d'aménagement urbain, par exemple. Mais on a aussi ces cas de figure-là qui sont tout à fait intéressants et qui permettent de définir très en amont les incidences. Mais je vous rejoins, il y a souvent des dialogues et des allers-retours assez musclés, mais vous savez, les choses évoluent quand même favorablement parce que, dans bien des cas, ceux qui n'ont pas écouté les écologues ou les paysagistes, d'ailleurs, se sont pris des claques parce que le dossier n'est pas passé. À titre d'exemple, je suis paysagiste, pardon. À titre d'exemple, est-ce que vous pouvez nous donner une comparaison entre le coût de réalisation d'ouvrages en génie standard civil et en génie écologique et les retombées à long terme?
C'est pour mon collègue. Non, il n'y a pas de définition enfin, je n'ai pas d'idée de coût en tête, parce que peut-être que des fois, c'est extrêmement variable. Des fois, vous avez besoin des deux. Il y a aussi des ouvrages où on a besoin des deux. Quand il y a une dégradation urgente d'un talus et qui arrive sur une route, on aura besoin du génie civil et puis on pourra peut-être curer ou traiter quelques points avec du génie végétal. Après, les impacts, c'est pareil. Je pense qu'aujourd'hui, quand on disait qu'il fallait de la recherche, il faut avoir assez de recul pour savoir comment vont évoluer nos ouvrages et quel va en être le résultat. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vu, nous on a eu l'occasion de participer à des ouvrages ou des restaurations importantes comme le domaine de Cossoul à Marseille, où il y a une grande restauration sur 300 hectares. Les résultats de ça sont connus bien après et même pas encore aujourd'hui, alors que ça date de 2009. Parce que le résultat, in fine, ça sera effectivement l'efficacité de cette restauration. Est-ce qu'on a récupéré le milieu sur lequel sur lequel on visait en tout cas l'objectif de restauration? Est-ce qu'on est à ce milieu-là ou est-ce qu'on a un état avant ou un état après? Voilà. Alors du coup, ça va demander beaucoup plus de temps. Je ne sais pas si tu avais des... En t'écoutant, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, c'est la gestion des eaux pluviales sur des projets d'aménagement urbain ou des projets de parcs d'activité. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait du réseau, on faisait du tuyau pour aller à un grand bassin avec une géomembrane noire, un truc affreux. Là-dedans, il y a du contenu carbone aussi, parce que tout ça, de tuyaux, etc., donc l'énergie grise, le carbone gris qui est là-dedans, alors qu'on peut faire à la parcelle de la gestion écologique des eaux pluviales avec, quand c'est possible, de l'infiltration. Donc là, on n'aura plus de géomembrane, on n'a plus de tuyaux, donc on n'a plus de coût carbone, etc. En plus, le milieu va stocker du carbone parce qu'il va être vivant. Et puis, on va pouvoir recréer là-dessus un espace qui est aussi paysager et favorable à la biodiversité. Donc, on va avoir, en gérant les eaux pluviales, quelque chose qui fait du paysage, de la biodiversité et qui consomme beaucoup moins d'argent et de carbone. En fait, le but de moi, je suis convaincue, c'est pas le problème. Mais le but de ma question, c'est que souvent, quand on a des projets, les décideurs sont souvent influencés par le facteur coût. Et eux, ils voient le coût à court terme, alors que finalement, quand on est sur de la gestion écologique, de milieu ou de la restauration écologique, c'est plus... Donc il y a effectivement une partie coût réel, mais il y a également une partie gestion à long terme qui doit être prise en compte. Et ça, c'est parfois difficile de convaincre les décideurs que c'est pas simplement sur la durée de leur mandat que ça va se jouer, quoi. Enfin, voilà. Oui, mais je vais te laisser répondre aussi, mais... quelquefois, c'est pas tellement le coût, c'est aussi l'habitude des bureaux d'études VRD et autres qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des techniques alternatives, qui vont claquer des mesures classiques, parce que bien souvent, la gestion alternative des eaux pluviales, ça coûte pas plus cher que de faire du tuyau et des grands bassins. Sur cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Après, c'est aussi toutes les fonctions qu'on apporte en plus par rapport à un aménagement classique, et ça, il faut en parler. C'est toute la notion d'écologie, la réintroduction d'espèces, l'objectif à long terme. Il y a aussi des événements sociaux autour de tout ça, c'est-à-dire qu'on peut aussi accompagner le public à venir voir un ouvrage, à le comprendre. Enfin, il y a tous ces éléments-là qui sont aussi vendeurs, en tout cas, et qui parlent pour les élus, en tout cas, plus que la notion de coût. Enfin, il me semble. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie. En tout cas, on est à votre disposition si vous voulez échanger. Ou à travers les sites internet, vous pouvez retrouver aussi des correspondants.